Déjà, on va commencer par la coupable. Ouais. La coupable, c'est Dabia, et ton obligation de quitter le territoire français. Ouais. Et c'est une femme d'origine algérienne. Donc tu dis alors 107 488 OQTF en 2020 et seulement 7 376 exécutés. Ouais, il manque des gens. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont été plus ou moins révélées quant à l'Euromaïdan. D'une part, l'implication de services de renseignement occidentaux américains en tête. Je sais pas si tous les deux vous avez suivi le galop solitaire de Nancy Pelosi à Taïwan en pleine crise mondiale. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Nancy? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Sinon, on a envoyé des sanctions. Ouais. Au total, la pétrochimie allemande, elle est dans le gaz. Enfin, voilà, c'est le cas de le dire, j'ai envie de dire. Le problème des hydrocarbures, ça a aussi un impact direct sur les rendements agricoles. Hein. On a quand même en face de nous un pays qui a mis en place TikTok et qui se sert de cet outil-là comme d'une arme pour détruire le monde occidental. Je vais te dire pourquoi tu es là. Commande le passé, commande... Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. Commande le présent, commande le passé. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Qu'est-ce que le premier catéchisme? Sais-tu exactement de quoi je parle? Tu honoreras le consommateur. De la matrice. Bonsoir à tous et bienvenue sur Génération X. Alors voilà, c'est une nouvelle émission. C'est une émission que nous voulons mensuelle. C'est un podcast, parce que je me suis dit que vous pourriez l'écouter en bossant ou dans le métro ou sur je ne sais quel appareil que cette modernité nous fournit à tour de bras. J'espère que ce format vous plaira. Vous allez voir que nous allons aborder tous les mois 3 sujets que nous estimons être des sujets d'actualité. Alors on va pas faire de l'actualité chaude, ça va être de l'actualité mi-cuite. Et pour m'accompagner sur cette émission, j'aurai Castellan et Tonio. Salut Castellan. Bonsoir tout le monde, bonsoir colonel. Bonsoir Castellan. Tonio, salut. Bonsoir colonel, bonsoir Castellan, bonjour à tous. Oui, bonjour ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous allez nous écouter. Et donc comme je vous le disais, nous allons traiter 3 sujets au cours de cette émission. Nous traiterons le sujet, ce triste sujet qui est le sujet de l'affaire Lola. Nous parlerons de l'Ukraine, puisque nous aussi nous avons notre mot à dire. Et nous parlerons également de cet étrange couple que représentent la Russie et la Chine sur fond de crise ukrainienne et de crise internationale. Donc, à la suite de cette émission, je vous demanderai bien évidemment de nous mettre des questions. Parce que vous pourrez nous mettre des pouces, tout ça, nous partager l'émission si ça vous tente, pour aider au référencement, comme on dit. Mais surtout, ce que j'aimerais, c'est avoir vos retours et savoir si on continue cette émission, si on garde ce format, et si vous en voulez peut-être, je sais pas, 2, une tous les 15 jours. Donc ce sera à vous de nous le dire. Et sans transition, comme on dit à la télé, on fait de la radio, mais on va commencer avec Tonio. Alors bon, c'est vrai que c'est pas un sujet du tout qui prête à rire, mais il me semble que les mois étant passés, j'ai un peu l'impression que cette triste affaire est en train de sombrer dans les oubliettes. Et Tonio, alors tu nous as préparé quelque chose. D'ailleurs, oui, alors excusez-moi, j'ai oublié de vous dire quelque chose. À la suite de cette émission, pardon Tonio, à la suite de cette émission, nous posterons les articles que nous avons écrits sur le site du Cercle Richelieu, et vous pourrez donc consulter nos articles à chaque retour d'émission. Voilà. Ceci étant dit, je te laisse la parole, Tonio, à toi. Oui, effectivement, tu as raison, colonel. Je vais pas commencer par une information des plus joyeuses. Je crois pas qu'on en ait de joyeuses avant longtemps. C'est sûr. Ouais, effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que la pauvre Lola, le 14 octobre, s'est fait enlever par Madame Dabia, s'est fait bâillonner, a pris une douche forcée, a été violée et asphyxiée. Et derrière, le corps a été lourdement mutilé et ensuite découvert le soir même dans une valise.
Voilà. Bon, ça c'est les faits. Bon. Oui, Ok. oui, voilà. On commence par. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire de plus par rapport à ces faits, là, justement? Eh bien, justement, déjà, on va commencer par la coupable. Ouais. La coupable, c'est Dabia. Vous devez le savoir aussi. Est en obligation de quitter le territoire français avant le 21 septembre. Donc, depuis, c'est un peu dépassé. Ouais. Et c'est une femme d'origine algérienne. Voilà. Donc ça, c'est pour la coupable. Ensuite, pour ce qui est de l'enlèvement de la petite Lola, c'est pas la seule fille, la seule enfant qui s'est fait enlever cette année ou l'année dernière. Voilà, justement, en 2021, on a 922 mineurs qui sont enlevés, sans compter les 545 autres qui sont enlevés par leurs parents. D'accord. Et bon. Ça laisse sous-entendre que. Alors attends, Tonio. Ouais. Moi, je voudrais qu'on revienne sur Dabia, si ça t'embête pas. Et cette ressortissante algérienne, elle aurait dû être reconduite à la frontière au 21 septembre de cette année, c'est ça? Oui, cette année, oui. D'accord. Mais alors, si j'ai bien compris, elle a pas vraiment de domicile, elle vit à droite à gauche, etc. Comment on fait pour saisir des individus parce qu'en réalité, vu on peut pas la loger, on n'a pas d'endroit où lui envoyer le courrier, la notification, etc. En fait, elle est peut-être pas au courant. Oui, d'ailleurs, effectivement, elle n'était pas au courant. Donc, c'est une chose qui peut paraître assez étrange, mais parmi les 107 000 QTF qu'il y avait en 2020, dans les 7 000 qui ont été exécutés, il y en a plusieurs dizaines de milliers qui ne sont même pas notifiés à leur... c'est ça, hein. On s'appelle au clandestin, quoi, en gros. Voilà. Je me rappelle quand je faisais mon service dans la police, on faisait des contrôles dans le but de justement attraper les clandestins. Et j'ai l'impression que la police, elle est tellement surchargée que peut-être qu'elle ne fait plus ces choses-là. Des opérations spécifiques. Oui, effectivement, on est sur plus de 100 000 clandestins qui restent chaque année sur le sol français, donc on peut pas, logistiquement, c'est pas tenable. Non, c'est clair. Surtout quand ça s'accumule. Donc tu dis alors 107 488 OQTF en 2020 et seulement 7 376 exécutés. Ouais, il manque des gens. Oui, ça. Et puis, mais c'est pas nouveau, ça. C'est pas nouveau. C'est pas depuis l'affaire Dabia qu'on en parle. Ouais. Enfin, l'affaire Lola, pardon. Ouais. Ça n'en pas une autre. Mais bon, ça crève les yeux encore et encore. Et même ceux qui n'en ont jamais entendu parler en entendent parler. Et puis on voit les réactions que ça donne. Effectivement, t'en parlais au début. Ça commence un peu à tomber dans l'oubli déjà. On pouvait s'en douter, tu me diras. Il y a un article d'ailleurs qui a été publié il y a pas très longtemps sur Sud-Ouest, meurtre de Lola, dépressif, bipolaire, tout ce que révèle l'enquête judiciaire sur Dabia B. On connaît tous son nom, je me rappelle plus d'ailleurs, mais peu importe. Qui revient en fait sur. Alors bon, moi, on l'a lu avant l'émission. Je m'insurgeais sur le fait qu'elle était suspectée, mais bon, tu m'as rappelé, Tonio, que c'était mal. Qu'est-ce qu'on peut, enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai l'impression que un peu comme ce qu'a fait Dupond-Moretti, quasiment tout de suite d'ailleurs, c'est d'excuser l'instabilité mentale de cette jeune femme. Oui, non, effectivement, l'instabilité mentale, c'est quelque chose qui est souvent utilisé. T'en parlais aussi dans le droit, beaucoup dans le droit américain, parce que c'est plus pratique que dans le droit français. Mais c'est aussi beaucoup utilisé dans le droit français. Ça permet de réduire les peines, voire même d'envoyer les coupables, les criminels dans des hôtels psychiatriques. Ouais. Et donc effectivement, on a déjà quasiment un collectif de défense pour une criminelle de ce genre. Ils vont nous faire des manifs bientôt, peut-être. Bref. Et Castellan, par rapport à cette affaire, un peu au traitement médiatique, c'est quoi ton point de vue à toi là? Déjà que au-delà de l'horreur de l'affaire en elle-même, pour ce qui est des OQTF, il faut bien comprendre que je veux dire, même si on avait un État digne de ce nom,
on est très embêté pour faire appliquer certaines lois ou certaines décisions de justice en France à cause de la Cour européenne de justice et de la Cour de justice, Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour européenne de justice. Ouais. Puisque bon, c'est dès qu'on essaie de gérer nos frontières, de gérer notre immigration et tout ça, bah direct, on se fait alpaguer par les tribunaux européens. Donc il y a cet aspect-là des choses. Un autre aspect des choses, c'est que c'est quand même très curieux puisque il y a eu voilà, Dabia, il y a beaucoup de choses très curieuses autour d'elle. On sait pas trop qui elle est, ce qu'elle faisait avant. Bon. Ouais, je pense qu'on a tous vu les images d'elle sur les réseaux sociaux. C'est ça. On a l'impression que c'est une poule. Non, c'est vrai. Enfin, je dis vous, moi, c'est l'impression quand j'ai vu les images passer sur Twitter, etc. J'ai l'impression que c'est une poule, quoi. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Non, moi, elle me fait juste peur. Ça me paraît pas naturel. Non, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a une ou deux photos où on dirait qu'elle a un visage en plastique. Mais bon, j'ai mis ça sur le compte du maquillage, etc. Parce que bon, ça a l'air d'être la tendance. Hein. Mais elle est dans des endroits. Enfin, je sais pas, ça me paraît bizarre. J'ai pas cette image-là de la clando, mais j'en ai vu des clandos quand j'ai fait mon service chez les flics. Bon, c'était il y a 20 ans. Mais c'est pas une clando, quoi. Pour moi, c'est une poule. Ouais, disons que pour une clandestine, je veux dire, elle est quand même, elle se filme quand même sur des endroits qui ne sont pas accessibles a priori aux clandestins, avec des vêtements non plus qui, quand t'as pas le sou, bah pareil, c'est pas spécialement accessible. Ouais, c'est ça. Enfin, ouais, t'as l'impression qu'elle est, je sais pas, pour moi, qu'elle est entretenue, hein, clairement. Ah ouais, enfin, elle avait. Enfin, j'en sais rien, mais c'est l'impression que ça donne. Après, c'est peut-être faux. Hein. Elle s'est peut-être construit son personnage et tout, mais enfin, je trouve que ça détonne vachement avec ce qu'on nous dit d'elle, la pauvre sans papier. Alors apparemment, elle a non renouvellement de son visa d'étudiant en 2018. Donc, ça fait 4 ans qu'elle vit dans la clandestinité en France. C'est génial quand même, la France. Bah, de toute façon, toi, tu renouvelles pas l'assurance sur ta bagnole, tu te fais alpaguer en 6 mois, quoi. Même pas. Ah bah, on sait que les premiers criminels pour une partie de nos élites, c'est pas les clandestins, c'est pas les tueurs, c'est pas les violeurs. Hein. Oui, ouais, c'est clair. Ok, les OQTF, bon. C'est le gros sujet en ce moment. Ça crée des débats. D'un coup, on a l'impression que tout le monde découvre ça. Moi, si je me souviens bien, ça a toujours été un problème, les reconductions à la frontière, y compris 20 ans en arrière. Donc bon, la police n'ayant plus de moyens, l'ancienne, je sais même pas si ça existe encore. À l'époque, il y avait un truc qui s'appelait la police à la frontière. Ça a été changé par un autre truc. Et je sais même pas si on a une police des frontières. T'as des douanes volantes dans les trains, éventuellement. Mais... Oui, voilà. Donc. On a des frontières? Ah, c'est peut-être ça. Non, mais c'est terrible. Et il y a un autre truc, Tonio, là, dont tu nous parlais également. Je sais pas si tu l'as mis dans ton article. C'est par rapport aux marques qu'on aurait retrouvées sur le corps de Lola. Ah oui, non, effectivement. Oui. On a retrouvé sur les pieds de Lola, on a retrouvé les chiffres 0 et 1, ce qui peut nous faire penser à des rituels sataniques algériens. Je sais pas si vous avez entendu parler des enfants Zouri. Non. Mais c'est des petits enfants blonds aux yeux bleus ou roux aux yeux verts, comme ça, qui justement subissent des rites assez étranges. On en trouvait pas mal en Algérie justement et dans le Maghreb. D'accord. Et au-delà des marques, il y a aussi le fait que Dabia ait bu le sang. Ah oui, non mais ça c'est un truc de fou. Ouais. Ça fait partie aussi du rituel et certaines mutilations, effectivement. Enfin, ça fait très Jeffrey Dahmer, là. C'est un peu à la mode, là. Ils ont sorti une série sur Netflix, d'ailleurs. Je comprends même pas qu'on... Bon, ça c'est encore un autre sujet, mais on fait des héros de monstres. C'est le héros américain, Jeffrey Dahmer, bonjour. Elle a bu le sang, donc soit elle est complètement dérangée
Et là, en fait, ils vont se servir finalement du fait qu'elle ait bu le sang, qu'elle ait fait des marquages étranges sur le corps, pour dire qu'elle est dérangée, c'est un cas psychiatrique, et puis terminé, fin de l'histoire. La pauvre, elle n'était pas en pleine possession de ses moyens, et ça sera terminé. Elle ira en hôpital psychiatrique et la justice ne sera pas servie. Soit on a affaire réellement à un problème de rites sataniques. Vous en dites quoi, les gars? Ces rites sataniques, c'est pas la première fois qu'on en parle. En Algérie, il y a des centaines d'enfants qui sont meurtris comme ça. Je pense pas que ce soit de la folie, vu ce qu'on voit. Ouais, c'est volontaire. Alors, ça pose un autre problème, là, ça me vient en parlant. C'est-à-dire qu'en fait, avec cette immigration, avec ce déferlement de culture étrangère, finalement, on se chope les problèmes de ces pays-là, au final. Ah bah, tout à fait. Je veux dire, effectivement, on se chope tout leur, tous leurs rites, toutes leurs habitudes. Alors certaines, tant que ça reste chez eux et tout, bon, voilà. Mais t'en as d'autres. Tant que c'est du couscous, c'est pas très grave. Voilà, puis pourquoi pas. Moi, j'ai déjà déjeuné avec des gens, des Maghrébins. Pour un couscous, bah écoute, on est là, on parle, tout va bien. Mais quand c'est d'autres choses qui rentrent en jeu, ça pose aussi la question de la peine, puisque je veux dire, du temps de nos rois. La Dabia, premièrement, elle aurait pas traîné, ça aurait pas traité très longtemps avant qu'elle se fasse virer. Mais quand bien même ce n'eût pas été le cas, bien, je veux dire, elle aurait pris très très cher. Et puis en plus, il y a l'histoire de ces rites-là. Elle aurait fini probablement sur un bûcher. Oui, je ne te le fais pas dire. Oui. C'est clair. Précisément le bûcher, oui. Ouais. Parce que je crois que tu as des précisions là-dessus. Ouais. Oui, effectivement, il y a plusieurs cas qui peuvent être appliqués. Et j'ai pas pris en compte le rite satanique, mais je pense que c'est le bûcher directement. Mais au-delà de ça, tu peux avoir deux manières de juger. Soit tu juges l'homicide aggravé. Mm-hmm. Donc en plus aggravé d'un infanticide, où là tu prends une peine de roue. Oui, la roue, on va rouer de coups le coupable sur on va le bastonner sur une roue, voilà, on va lui péter les membres. Mais attends, on est d'accord que ça c'est quelque chose qui se passe dans la période médiévale, on va dire entre le XIIIe siècle et le XVe par là. Alors, la roue, justement, pour la roue comme peine pour ces motifs précis a été rédigée en 1547. Ah, c'est le XVIe siècle. Et entre 1547 D'accord. Et après, c'est inscrit que c'est ce supplice-là. Ouais. Mais en fait, le problème avant, c'est que la justice étant beaucoup moins centralisée, effectivement, on ne peut pas forcément désigner une seule peine. Oui. Enfin, c'est selon la décision du juge et ouais. Ça dépend des provinces. C'est logique, hein. En fonction des baillis, etc. Voilà. Il y avait... Mais alors du coup, on a parce que là les tenants de l'humanisme, etc. vont vous dire que c'est absolument cruel d'aller bastonner une pauvre folle. Avant d'en arriver à la bastonnade, il y avait des peines intermédiaires, j'imagine, de toute façon. Oui, effectivement. Ces peines de mort, c'est réservé aux crimes les plus atroces. On soit bien d'accord. Ouais. J'allais vous parler justement de la deuxième manière de juger cette affaire. Dans le cas où on juge le crime contre nature. Je t'en prie, vas-y. Donc il y a 3 motifs d'aggravation que j'ai mis dans l'article. Vous avez le viol, le jeune âge de la victime et la mort de la victime. Donc là, effectivement, on revient sur le bûcher. D'accord. Quand on est dans une période qui est le 18e, c'est-à-dire en gros entre 1715 et 1791 précisément, ouais. On a 6 cas dans tout le royaume de France de peine de mort pour ces motifs-là, pour ce motif de crime contre nature. Mm-hmm. Parce que justement, ils sont tous aggravés de moins un de ces 3 cas. Bon, ici, ils sont aggravés des 3 cas justement, ce qui fait que elle n'aurait pas pu éviter le bûcher. Là. C'est clair. Non, c'est clair. Ouais. Enfin, c'est triple bastonnade et triple bûcher si possible. Oui, alors les peines, ça désigne pas comme ça sous l'ancien régime, je peux te rassurer.
Non, mais... C'est pas comme dans la truande, colonel. Non, mais on pourrait très bien la condamner à mort, la tuer une première fois, la déterrer, la retuer. Ça s'est vu. Non, ça s'est vu. Bon. Ouais. Bah alors déterrer un corps ensemble, on s'amuse sur des choses assez morbides. Quand même. Non, mais non, mais on s'amuse pas. Mais je pense avoir lu un cas où en fait ils ont déterré quelqu'un pour lui assigner une peine. Enfin bon, j'irai chercher mes sources. Il y a eu le synode cadavérique où ils ont déterré un pape pour le condamner à titre posthume. Il y a eu ça. Tout à fait. Les 2 doigts qu'on servait à bénir, ils l'ont maudit, etc. Et puis après ils l'ont jeté dans le Tibre. Oui, effectivement. Mais alors bizarrement, bon après, il s'agit pas de faire de l'humour sur des choses qui ne sont pas très drôles, mais finalement, en fait, l'impression qu'on donne, que ça donne, c'est que sur la période médiévale, on condamnait, on détruisait le corps et on condamnait l'âme. On vouait l'âme aux gémonies. Il y a toujours une dimension spirituelle finalement qui n'existe plus. Oui, c'est clair. Oui, tout à fait. Puis c'est au-delà de la dimension spirituelle, enfin, je veux dire, cette affaire nous met clairement en lien sur l'échelle des peines. Ouais. On sait tous qu'un système judiciaire, et la clé de voûte d'un système judiciaire, c'est la peine la plus élevée. En l'occurrence, la peine la plus élevée en France, c'est à perpétuité, et encore, c'est pas la peine la plus souvent. Oui, qui n'est pas une vraie perpétuité. Hein, en plus, oui. Alors, la chose avec le droit français, c'est que tu as effectivement cette peine de perpétuité qui est censée être la peine maximale, mais tu as aussi cette peine de 40 ans donc de perpétuité peut être allongée si tu fais des crimes contre l'humanité. Voilà, ça va arriver 6 fois. D'accord. Dans l'histoire de la 5e. Mais du coup, il n'y a même pas de définition de la peine maximale. Ouais, c'est ça. Alors bon, on suivra l'affaire Lola. On vous refera le point sur cette triste affaire. Moi, je suis père de famille. Un truc comme ça m'arrive. Enfin, il y a toute l'histoire de la récupération, etc. Enfin, c'était odieux tout cet épisode-là. Bien sûr venant de la gauche comme d'habitude, et puis de leur valtaille. Mais je sais pas vous, mais j'aurais du mal à garder mon calme, et je comprends pas les parents qui disent non, surtout on veut pas que ce soit récupéré. Bon, je comprends qu'ils soient dans une douleur noire, mais à un moment donné il faut que la justice soit servie et qu'elle soit exemplaire. C'est pas possible. De toute façon, il ne peut y avoir de paix que si la justice est servie. Ouais. Or, cette affaire nous démontre encore que peu importe le délit ou le crime commis, très souvent, malheureusement, la justice n'est pas servie. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l'affaire Lola, tous les deux, ou est-ce qu'on va passer à notre sujet suivant? Non, c'est moi, je pense ça. Comme je vous le disais en introduction, on va vous parler de l'Ukraine. Alors bon, c'est vrai que l'Ukraine, tout le monde vous en parle tout le temps. On va essayer de partir un petit peu dans des choses qui sont un peu moins évoquées. Peut-être, Castellan, tu peux nous refaire un petit résumé de l'affaire ukrainienne par rapport à Euromaïdan, etc. Alors ouais, l'Euromaïdan, faut bien comprendre que c'est en février 2020, non, qu'est-ce que je dis, 2014. Et en fait, enfin c'est au courant 2013-2014, à l'hiver 2013-2014. Ouais. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été plus ou moins révélées quant à l'Euromaïdan. D'une part, l'implication de services de renseignement occidentaux américains en tête dans l'affaire en elle-même, et puis plus largement, en fait, il y a en même temps que l'Euromaïdan, à cette même période, il y a le fils Biden qui faisait ses affaires là-bas, sachant que son père était vice-président des États-Unis sous l'administration Obama, et que tant qu'il y ait collusion directe, en tout cas, il y a le fils s'est clairement servi de la position de son père. Oui, après nous dans les médias français, on n'est pas trop au courant de ça. C'est plutôt dans les médias états-uniens, anglo-saxons. Il y a toute l'affaire Burisma, etc., où apparemment un des anciens associés de Hunter Biden serait venu déclarer que
comment il s'appelle, le président Biden, enfin à l'époque il n'était pas président, mais il aurait quand même touché un petit peu des choses. Donc non seulement il se sert de la position de son père, mais apparemment il a arrosé son père aussi. Bah oui, c'est sûr. Enfin, je veux dire, après, Biden, c'est pas non plus un poussin de la dernière couvée aux États-Unis. C'est quand même quelqu'un qui est dans le marais de Washington depuis un certain nombre d'années. Ouais, et puis bon, il a une longue carrière d'effraction, si j'ose dire. Oh, enfin, bah, c'est quand même tel père, tel fils, hein. Le fils, c'est plus, je crois, il y a de l'ordre de 400, des brouettes d'effraction, enfin, de condamnation possible sur divers sujets, parce qu'après, ça ne s'arrête pas qu'à l'affaire Burisma, ça va beaucoup plus loin, mais. C'est clair. Mais alors, on s'éloigne un peu de l'Ukraine, mais cela dit, on est quand même dans le sujet parce que l'Ukraine, c'est quand même un pays qui est extrêmement corrompu déjà à la base. Oh là oui. C'est du coup un terreau fertile à tout un tas de manips. C'est très pratique. Plus un pays est corrompu, plus vous pouvez faire intervenir des services de renseignement divers et variés pour continuer à le déstabiliser et finalement mettre en place un gouvernement fantoche. Hein. C'est comme ça que Zelensky arrive au pouvoir. On est d'accord ? Tout à fait. Sachant que sur son programme présidentiel, il avait d'une part la lutte contre la corruption. Bon, on voit ce que ça a donné. Hein, quand on est 122e sur 186 sur le classement de Transparency International, bon, ça prête à sourire. Et deuxièmement, un de ses gros trucs phares, c'était la paix avec ce qui se passait dans le Donbass. Ouais. Bon, on voit ce que ça a donné aussi. Surtout que maintenant, bon, je veux dire, t'as à la fois des milliards d'euros et de dollars qui sont déversés dans l'Ukraine, et puis sans parler du matériel militaire. Alors bon, le matériel militaire, les pauvres soldats ukrainiens, je les plains, hein, moi, parce qu'en plus, non seulement ils se battent contre leurs frères slaves, parce que les Russes et les Ukrainiens, c'est les deux, c'est des frères slaves. Ouais. Et puis bon, pour revenir au matériel militaire, je veux dire, t'en as une partie qui se retrouve dans les Carpates où c'est devenu une zone de non-droit, mais à un point où même le 93 chez nous, c'est le Club Med. Et on retrouve en fait des configurations que déjà on connaissait avec l'histoire yougoslave. Donc, ça rappelle un peu l'Afghanistan, moi, pour en fait cette histoire. En fait, bah aussi, oui. L'arc atlantique, suite à l'invasion russe de l'Afghanistan, va créer Al-Qaïda au final. Tout à fait. On est vraiment dans une configuration extrêmement similaire. D'ailleurs, c'est un peu étrange. Hunter Biden, au milieu de tout ça, finalement, il est comme un poisson dans l'eau. L'histoire de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN et dans l'Europe, bon, finalement, c'est qu'une fausse barbe. Bah, en fait, l'histoire justement de pourquoi en fait il y a eu escalade et qu'au final il y a conflit, hein, c'est pour revenir un peu là-dessus, c'est que du point de vue des Russes, bah ils veulent un glacis de pays neutres entre eux et l'Alliance Atlantique. D'ailleurs, Alliance Atlantique qui techniquement n'a plus de raison d'être, à part être le bras armé d'une certaine politique et d'une certaine diplomatie américaine. Parce que depuis la chute de l'Union soviétique, comment dire, de ce qu'on appelait à l'époque du bloc de l'Est, le pacte de Varsovie. Ouais. Exactement, du pacte de Varsovie, en fait, le traité de l'Atlantique Nord n'avait plus de raison d'être. Ouais. Oui, bon. Et en fait, on voit bien qu'au fil du temps, puisqu'il y avait un accord tacite oral, ouais, je précise, entre Gorbatchev et je crois Georges Bush père, qui était vice-président, il me semble, à l'époque, que en gros il y aurait pas de poussée de l'OTAN vers l'est, et on voit bien qu'avec la Pologne qui est entrée, etc., bah les pays baltes, bon bah voilà quoi, le glacis russe a été diminué. Et donc là en fait on nous agite le péril nucléaire. Alors oui, exact. Je veux bien en parler puisque... Non mais je rigole, c'est pas drôle, mais je rigole quand même parce que bon, le péril nucléaire, les mecs, c'est la fin du monde. Qu'est-ce qu'on fait ? Justement, c'est bien que tu soulèves le sujet, puisque justement la doctrine russe, on va comparer les deux doctrines, hein, parce que maintenant on est clairement dans un conflit États-Unis, mais par proximité, puis Russie bien sûr, puisqu'ils sont belligérants directs. Mais la doctrine militaire russe,
c'est une doctrine qui est exactement la même que la nôtre, c'est une doctrine de dissuasion et de défense. C'est je te balance des bombes si tu m'en balances. Donc en fait, l'utilisation de nucléaire tactique sur le territoire ukrainien paraît très compliquée, d'autant plus que c'est à quelques encablures des frontières russes, donc en fait, encore moins d'intérêt. Et je précise que de l'autre côté, les seuls à avoir une doctrine de frappe préventive, et voire d'utilisation tactique, ce sont les seuls qui dans le monde l'ont déjà utilisé, c'est les Américains. Oui, ils ont un problème nucléaire, ils ont un programme nucléaire tactique. Bon, après, on sait pas trop, toutes ces choses-là sont bien sûr tenues secrètes, mais effectivement, ça, on sait pas trop. A priori, la Russie n'a pas de programme nucléaire tactique. Et bon, après, c'est quand même assez facile de démasquer l'imposture de nos médias qui, une fois de plus, comme ils l'ont fait pendant le Covid, sont là pour faire peur aux gens, pour sidérer tout le monde, et puis mettre en avant l'héroïsme du président Macron, etc. Enfin, on est toujours sur la même manip. Tonio, juste avant qu'on démarre l'émission, là, tu nous parlais du patriarche. Ah oui, le patriarche Kirill, oui, donc voilà. Qui complimente beaucoup le président Vladimir Poutine, qui notamment le félicite, lui rappelle que Dieu l'a placé au pouvoir. On a l'impression derrière que Kirill, le patriarche Kirill, prend un peu la place d'un de ces papes qui donne l'accord, qui donne l'accord au roi franc pour partir en croisade, pour partir en guerre sainte. Ouais. Pour la continuité de l'empire chrétien. J'appelle bien empire chrétien parce que il est bien dans l'empire orthodoxe du patriarcat de Moscou. Et aussi derrière, on a cette pensée que l'Église catholique, l'Église de Rome, étant tombée après le schisme d'Occident, non, pas du tout. Après, non, c'est pas grave. Pardon. Que l'église de Constantinople soit aussi tombée. Il ne reste plus qu'une seule église, celle du patriarcat de Moscou, et que derrière, croisade, non pas pour un territoire qui serait l'Ukraine, mais en fait pour le monde entier. Ouais, parce qu'on a un article là qui a été publié suite aux déclarations de Vladimir Poutine. C'est un article qui date d'aujourd'hui. Guerre en Ukraine, la désatanisation de l'ennemi, nouvelle lubie mystique du Kremlin aux allures de guerre sainte. Est-ce que c'est une lubie mystique, messieurs ? Non. Je pense pas que ce soit nouveau. Notamment quand on parlait au début de la dénazification. Ouais. Derrière les nazis, il y a tous ces rites païens qu'on peut aussi mettre dans cet antisatanisme. C'est pas nouveau. Et c'est pareil, en guerre sainte, on lutte contre ce qui n'est pas de la religion que l'on défend. Ouais, tout à fait. Après, c'est le traitement médiatique est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une lubie. En fait, c'est très révélateur d'aller passer, de faire passer Poutine pour un cinglé parce qu'il parle de satanisme. Moi, je trouve ça, c'est très symptomatique de nos pays européens. C'est le satanisme, c'est quelque chose qui n'existe pas, quoi. Enfin, c'est un délire. C'est bon pour le cinéma et les jeux vidéo, quoi. Il y a plusieurs choses à dire à ce sujet. Le premier, c'est que concernant le Satan, puisque c'est de lui qu'on parle, je veux dire, ce qu'il arrange, c'est qu'en fait, c'est qu'on fasse croire qu'il n'existe pas. La deuxième chose, c'est que Poutine avait fait il y a quelques semaines, je crois, un discours à fleuve assez important, où justement il s'insurgeait contre les élites occidentales qu'il a clairement nommées sataniques, et je pense qu'en un sens il a en partie raison. Ouais. Sans rentrer dans des aspects ritualistes ou je ne sais quoi. Je veux dire, entre la Russie qui a réformé de ce qu'ils font. Voilà, entre la Russie qui a réformé sa constitution et qui a mis dans le cadre de sa constitution qu'un mariage c'était entre un homme et une femme, et chez nous on fait la gay pride, enfin chez nous en Occident de manière très large, où en gros le point de référence c'est la gay pride tous les ans.
bon, oui, on peut considérer qu'il n'a pas tout à fait tort. C'est non seulement une guerre sainte en soi, enfin, je parle du patriarche Kirill, mais au-delà de ça, concernant juste la Russie comme État, c'est une guerre à la fois de civilisation, et la Russie a vraiment l'impression, et je pense pas que c'est qu'une impression, qu'elle y joue sa peau. Oui. Après tout, je veux dire, si on s'en tient à ce qu'a dit Asselineau il y a pas si longtemps, dans le cadre des amitiés franco-russes, apparemment il y aurait un plan de l'OTAN pour démonter la Russie. Ils auraient fait une réunion, je sais plus trop où, pareil pour cette histoire de Russie, en essayant de mettre en avant une sorte de mouvement russe. Alors mouvement russe qui certes est très, il y a beaucoup de Russes, mais c'est des Russes qui sont payés par la NED de Soros, etc. Donc bon, il y a des choses très très curieuses qui se passent là-dessous, quoi. C'est pas qu'une affaire. C'est pas qu'une affaire de simple, en fait. Mais mais moi je suis d'accord avec toi. Si on reprend l'article là c'est sur France Info. Il y a des citations intéressantes, notamment une citation d'un animateur russe, Vladimir Soloviev, qui dit nous luttons pour l'existence de notre culture contre les démons, contre le satanisme et contre l'OTAN. Ça c'est intéressant. Ensuite il dit les milieux ultra-conservateurs orthodoxes diffusaient déjà ce terme depuis longtemps, explique donc un auteur français. Leurs livres et leurs chaînes YouTube font infuser l'idée d'une fin du monde imminente à la manière des télé-évangélistes américains. Pour eux, la révolution russe de 1917, vécue comme un drame, suppose un complot mondial originel contre le pays, le seul à défendre les valeurs orthodoxes. Alors, moi, si je me rappelle bien ce que j'ai lu à propos de la révolution de 17, c'était bien un complot pour faire tomber la Russie. Et on pourrait filer l'analyse en disant que ils ont réussi à faire tomber la Russie tsariste. Ils l'ont remplacée par un espèce de truc, pour le coup, hautement sataniste, qui s'appelait plus la Russie, hein, l'Union des républiques soviétiques, socialistes soviétiques. Et mince, ça a raté. Et d'un coup, on a un espèce de Poutine qui veut revenir à quelque chose de plus sain, mettant en avant les valeurs russes, etc. Donc on est bien en fait sur un conflit. Enfin, pour moi, ils sont pas délirants, ces gens-là. Ah, c'est un conflit de civilisation, clairement. Je veux dire, quand tu regardes la Russie d'aujourd'hui, mais c'est pareil en un sens pour la Chine, puisque en fait l'Occident, l'OTAN a des bisbilles avec la Chine, ce qui est très drôle parce que bon. Les États-Unis et la Chine. Va pas jusqu'à la Chine, on en parle après. Oui, non, mais pour dire que en fait la Russie d'aujourd'hui est beaucoup plus alignée avec son passé tsariste qu'avec l'URSS, même s'ils ont gardé, on va dire, quelques traits comme la puissance, etc. Ça, c'est la catastrophe pour les Russes. Ça a été effectivement la perte de prestige, la perte de puissance, parce que bon, c'était quand même la deuxième superpuissance après les États-Unis pendant toute la guerre froide. Faut pas l'oublier. Alors surtout n'oubliez pas pendant cette émission, si ça vous intéresse et que vous voulez la partager, ça nous aidera beaucoup pour le référencement. N'oubliez pas non plus de venir nous voir sur Discord et de rejoindre les cercles de gentilshommes, ce qui nous permettrait d'avoir un petit peu plus de réflexion, parce que de nouvelles personnes impliquent de nouvelles réflexions. Également, n'oubliez pas que nous avons un site internet sur lequel vous pourrez retrouver les articles que nous avons écrits à propos de cette émission et que vous retrouverez après chaque diffusion d'une nouvelle émission, pour le moment, qui est programmée tous les mois. À moins que vous en émettiez le désir et que nous vous fassions cela tous les 15 jours. Les articles seront un peu plus courts. Tonio, la perspective de la guerre sainte russe contre le monde sataniste occidental, quel est ton point de vue ? On voit une chose aujourd'hui, c'est que en guerre, la Russie a du boulot parce que elle va s'opposer non pas qu'à l'Occident, mais un peu à tout le monde. Si vraiment il faut cette guerre sainte, cette guerre pour l'orthodoxie. Parce que la Chine, derrière, on peut pas dire que c'est le pays le plus orthodoxe. Non. Les autres BRICS non plus. Elle a du boulot, mais je pense effectivement
que le principal pour la Russie, c'est de supprimer ce qui est le plus violent contre la religion, c'est-à-dire tout ce qui est satanisme, tout ce qui est destruction de la chrétienté, ce que s'amuse à faire l'Occident depuis très longtemps, malheureusement. Commencé par la France, on le sait bien. C'est le pivot, la France. Oui, qui est la mère des batailles, en réalité. Voilà, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Vu que vous avez évoqué la Chine à plusieurs reprises, on va peut-être passer au sujet suivant, parce qu'on a naturellement dérivé vers la Chine, ce qui est pas très très étonnant. Donc moi, en préparant l'émission et puis en écrivant l'article, j'avais envie de traiter un peu cette histoire d'alliance, comme tu l'as dit, Tonio, qui est un petit peu étrange finalement, de la Chine avec la Russie, mais qui en fait est une alliance de fait. C'est-à-dire que il y a a priori pas de raison pour que la Chine et la Russie s'allient, mais le jeu en fait politique occidental a poussé les Russes et les Chinois à se rapprocher. Alors on peut pas parler à proprement parler d'une alliance, hein, mais paradoxalement, elle va bien au-delà de la portée définissable d'une alliance classique. C'est-à-dire qu'en fait, les deux dirigeants en fait se sont rencontrés le 15 juin dernier, Xi Jinping et Vladimir Poutine, et ils ont entériné leur volonté en fait de mettre en place des accords stratégiques de confiance, de commerce, etc. D'ailleurs, on voit bien que en ce moment même l'énergie, on va dire pour parler au sens large, l'énergie russe passe par la Chine et nous est revendue. Hein, je pense que c'est toujours à l'ordre du jour, ça. Mais alors, ce qui est intéressant également, c'est que Poutine a également donné son soutien à la Chine quant à la question de Taïwan, Hong Kong et du Xinjiang, c'est-à-dire la question ouïghour. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un accord global entre les deux puissances. C'est un petit peu ennuyeux, je pense, pour l'arc atlantique, parce que mine de rien, le maire a beau nous expliquer qu'ils vont mettre... alors ça c'est quand même fabuleux. Si on revient en arrière, le maire nous a dit qu'ils allaient mettre l'économie russe à genoux. On est quelques mois plus tard maintenant. Hein, je sais plus quand il a balancé son idiotie, monsieur le maire. Il y a 2 mois à peu près. Mais non, plus. Il y a 2 mois, voilà. 2 mois, c'est rapide. Hein, c'est rapide. En 2 mois, on se retrouve avec des perspectives particulièrement difficiles. Donc finalement, la Chine et la Russie n'ont pas d'autre choix que de résister conjointement à la pression globale de l'OTAN par une coordination stratégique étroite pour maintenir en fait l'équilibre de la situation stratégique mondiale. Je crois qu'en préparant l'émission, tu avais quelque chose à rajouter, Castellan, sur la Russie et la Chine, leurs perspectives tsaristes et mandarines. Alors oui, effectivement, tantôt j'ai parlé de la politique et de la diplomatie poutinienne comme étant beaucoup plus proche de son passé impérial que de son passé soviétique. Et je pense qu'il en va de même pour la Chine, qui est elle beaucoup plus dans une logique du mandarinat historique chinois que de la Chine de Mao. Et ça, c'est depuis un certain nombre d'années. On voit bien avec l'histoire de les nouvelles routes de la soie, etc. Ouais. Pareil pour la Russie. Et en fait, si on prend un peu plus de recul et qu'on est dans une perspective westphalienne, puisque c'est des traités de Westphalie sous Louis XIII et entérinés par Louis XIV. Je veux dire, on a tout intérêt à prendre des alliances de revers sans forcément se mettre à dos l'Atlantique, puisqu'on est les deux façades, hein, mais avoir des alliances de revers en Europe, par exemple, comme la Russie, qui est une vieille alliance, hein, puisque juste petit récapitulatif, on a le mariage d'Anne de Kiev avec Henri Ier de la dynastie des Capétiens. On a les liens très forts entre la Russie et la France sous Pierre le Grand et Catherine la Grande. Et puis, bien sûr, cette fameuse alliance d'avant 14 entre la France et la Russie, quoi. Terrible trahison. Oui, et puis surtout que le jeu des alliances actuelles entre la Russie, l'Inde, la Chine
puis le bloc occidental dans son ensemble, puisque il y a pas mal de pays qui sont censés appartenir au bloc occidental, mais qui jouent sur les deux tableaux. Je peux citer la Turquie, Israël, l'Arabie Saoudite, qui a un peu envoyé balader les Américains parce que bon, Biden il est venu là-bas, non, mais en gros il a demandé que le pétrole ils en produisent plus juste le temps des coule élections. À flot. Le pétrole coule à flot. Voilà, comme l'épice. Et voilà, le pétrole doit couler, et ce juste quelques temps avant les élections de mi-mandat, dont on vous parlera ultérieurement dans une autre émission. Ah oui, on en parlera. Donc non, et puis pareil avec l'histoire de Taïwan. Je veux dire, si on considère que la partie est de l'Ukraine et doit appartenir à la Russie, ben on doit penser la même chose de Taïwan. Enfin, je veux dire, c'est une Chine. D'autant que c'est la doctrine américaine jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, officiellement. Non, mais justement, c'est ce que je sais pas si tous les deux vous avez suivi le galop solitaire de Nancy Pelosi à Taïwan en pleine crise mondiale. Vos réactions là, tous les deux, j'aimerais bien. Après, peut-être que j'ajouterai mes choses dessus, mais qu'est-ce qu'elle a fait, Nancy? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh bah je dirais que c'est un peu comme Victoria Nuland, hein. C'est un peu la voix de leur maître. Alors bien sûr le maître n'est pas ce pauvre Biden qui, à mon avis, devrait rester dans sa famille et prendre sa retraite parce que le pauvre homme il en peut plus. Et puis sans parler de Kamala Harris qui est un peu ridicule comme vice-présidente américaine. Je veux dire, on a quand même connu mieux. Ok, mais essayons peut-être d'y voir clair. Pourquoi Nancy Pelosi d'un coup? Alors, je veux dire, c'est quand même elle est la troisième personne la plus importante dans le gouvernement américain, puisque je vous rappelle que si Biden décède et que Kamala décède, c'est elle qui devient présidente des États-Unis. Elle est Speaker of the House. Et là, d'un coup, alors que la Chine lui dit, écoute, ma jolie, si tu débarques, ça va pas bien se passer, elle y va quand même. Alors, elle est folle alliée? Qu'est-ce qui s'est passé? Tonio, t'as un truc à dire là-dessus? Je pense pas déjà que ce soit une chose complètement idiote qu'elle ait fait de ça. Enfin, ouais. Je dis pas que derrière les conséquences sont très bénéfiques pour les États-Unis, mais pour faire un acte d'une telle importance, forcément, c'est pas quelque chose qui était pris à la légère avant. C'est pas une décision, c'est pas un coup de tête. Non, c'est clair. Donc il y a bien une volonté derrière. C'est un positionnement. Ouais. Et ça serait quoi, un positionnement clair? Après, attention, si vous touchez à Taïwan, les États-Unis s'en mêlent. C'est possible. Là, je saurais pas te dire. Oui. Mais... Après, si la Chine veut vraiment se lancer sur Taïwan, elle va pas avoir une partie de plaisir parce que Taïwan, c'est quand même une île qui est surarmée, quoi. Non, et puis il y aurait immédiatement une réaction des Japonais. Il y aurait immédiatement une réaction des Australiens. Oui. Et donc des Américains qui sont quand même prépositionnés pour le coup. Il y a une très très grosse base. Enfin, il y a il y a je pense une centaine de bases. Je crois que c'est 130 bases sur tout le Pacifique. C'est leur jardin depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils ont tout récupéré aux Japonais et ils ont fait en sorte d'y rester. Donc pour le coup, les Chinois sont dans la même situation que les Russes au final. Tout à fait. C'est d'où leur alliance d'ailleurs. Hein. Je veux dire, on ne s'allie qu'avec les gens qui ont les mêmes problèmes que nous. Hein. C'est pas valable dans le voisinage, c'est valable pour les nations. Et quel est l'intérêt pardon. Non, vas-y. Je t'ai coupé. Non, vas-y. Et du coup, en parlant d'alliance. Vous savez que les BRICS, ça va devenir les BRICS+, parce qu'a priori, Mohamed Ben Salman émettrait... Alors, je sais pas si ça a été entériné, d'ailleurs. Il y a l'Indonésie, déjà, qui a demandé à être en observateur. Ouais. Il y a l'Iran aussi qui voudrait y rentrer. Effectivement, alors, les Saoudiens... il y aurait des discussions, mais on n'en sait pas beaucoup plus. C'est de la diplomatie, on va dire, discrète. Non, mais imaginez si la Russie, la Chine, les Saoudiens... forme réellement un conglomérat, une alliance de fait. L'énergie n'étant pas du côté... Il y a l'Inde en plus dedans. Il y a l'Inde en plus dedans.
ça veut dire que tout l'arc occidental, l'arc atlantique, ça va devenir le tiers-monde. Bah oui, d'autant qu'en plus, je veux dire, il y a aussi des pays africains qui sont très riches en ressources premières, en matières premières. Je veux dire, si tout ce monde-là se met ensemble, en fait, ça sera le monde des matières premières contre le monde des usines. Parlons-en des usines. Des services. Et des services surtout, effectivement. Mais en fait, des services, la prestation de service, c'est effectivement, ça a une utilité économique, mais ça ne crée rien, contrairement au secteur primaire ou au secteur secondaire. Ah non, mais c'est ça. Et surtout, en fait, on voit bien, par exemple, que l'histoire avec l'Ukraine et puis éventuellement avec la Chine, ça, je veux dire, nous, on a envoyé des sanctions. Nous, quand je dis nous, bien sûr, l'Occident, on a envoyé des sanctions. Ouais. Au total, la pétrochimie allemande, elle est dans le gaz. Enfin, voilà. C'est le cas de le dire, j'ai envie de dire. Mais derrière ces alliances là, ces BRICS, c'est pas des alliances économiques qui sont totalement fermées. Oui. La plupart de ces pays jouent encore des doubles jeux et commercent encore avec pas mal des pays qui sont pas du tout partie des BRICS. Non, tout à fait. Ils sont encore très ouverts. Et je vois mal une alliance beaucoup plus fermée, sachant que la plupart de ces pays ont pas forcément, à part leur place sur l'échiquier international, pas forcément de raison de s'allier plus profondément. Bah, sauf si la monnaie d'échange n'est plus le dollar. Comme on a vu, on voit se faire de plus en plus, les échanges pétrole se font en yuan. Oui, tout à fait. Bon là, ça va poser un gros problème, d'autant plus que là, en ce moment même, les États-Unis nous annoncent qu'ils ont une pénurie de gasoil. Ce qui est complètement dingue d'ailleurs. Mais ça en est à tel point que les réserves stratégiques américaines, elles sont en train d'être pompées comme jamais en fait. Ah bah je crois qu'ils ont 15 jours de gasoil. Et que ouais, c'est ça. Ils vont vite tomber en pénurie de gasoil, sans parler que la pénurie d'hydrocarbures, ça a un impact aussi. Puis je veux dire le conflit ukrainien, mais moins l'histoire de la Chine, mais ce qui se passe en Ukraine et le problème des hydrocarbures, ça a aussi un impact direct sur les rendements agricoles. Hein. Ah non, mais complètement. Enfin, je veux dire, les États-Unis, là, je pense que le français moyen, n'ayant pas sur les, et puis bon, ça passe. J'ai pas l'impression que ça passe dans les canards habituels. Les États-Unis sont en face, sont au bord d'une crise assez violente parce que effectivement, s'il y a plus de gasoil, bah, tous les camions, tous les engins agricoles, etc., bah, ils circulent pas. Ah non. Ou moins. Alors, ils commencent déjà, certains gouverneurs expliquent qu'il va y avoir ils vont rediriger le gasoil vers les secteurs sensibles. Donc, alors effectivement, il y a pas une grosse majorité de civils américains qui se promènent en voiture gasoil, au diesel. Mais, le petit transporteur, il va se retrouver. Il y a beaucoup de petits transporteurs. Il va se retrouver sans boulot. Je pense qu'ils sont dans la merde. Bah donc ça va augmenter le chômage, donc tous les problèmes qui en découlent, etc. Ouais, sur fond d'élection de mi-mandat. Surtout que bon, on en reparlera plus l'autre fois, mais la société américaine est très polarisé et c'est pas bon en fait c'est des problèmes qui se rajoutent à des problèmes et c'est une vraie marmite hein. Et pour Tonio, je t'ai coupé? Ah non du tout. Ah pardon, j'ai cru. Alors, moi j'entends des voix ce soir. Jeanne, pour reboucler sur la Chine, on a quand même en face de nous un pays qui a mis en place TikTok et qui se sert de cet outil-là comme d'une arme. C'est une arme, ni plus ni moins, pour détruire le monde occidental. Et vous pouvez, alors si vous êtes curieux, vous qui nous écoutez, vous pouvez chercher, il y a tout un tas de sources sur comment a été TikTok, quel est l'algorithme qui travaille derrière et comment en fait ils sont en train de rendre, alors notamment les Américains, mais tous les Occidentaux, toutes les jeunes générations, ils sont en train d'en faire des gentils petits zombies complètement attardés et ça va pas aller en s'améliorant. Et je pense que les États-Unis sont peut-être même plus dans la merde que nous
Parce qu'initialement, il n'y a pas un très très haut niveau d'instruction. Bon, alors là, c'est juste parfait. Enfin, voilà. Ah bah, c'est surtout que la génération qui est censée, entre guillemets, être celle qui va faire la guerre, c'est la génération Z, la fameuse génération Z, c'est la génération qui est le plus sur les réseaux sociaux. Aux États-Unis bien sûr, mais chez nous aussi. Ah. Et en fait, cette génération, bah voilà, moi je dis c'est très bien joué de la Chine. Et puis de par TikTok, en fait, ils sont fidèles à leur comment dire, à leur doctrine stratégique qui est vieille comme la Chine. Hein, comment gagner, vaincre son adversaire sans tirer sans tirer l'épée du fourreau, quoi. C'est le vieux message de Sun Tzu. Hein. C'est du Sun Tzu. Ah bah. C'est du Sun Tzu dans les règles de l'art. Dans le texte. Cependant, ils reprennent ça. Ils reprennent ça aussi des États-Unis qui avaient des longueurs d'avance simplement. YouTube, ça a aussi été propice à cet abrutissement de la population. Oui. Avec notamment quand on regarde les normes journalistiques pour avoir le plus d'audience. La vidéo, avant que TikTok explose, la vidéo c'était ce qu'il y avait de mieux pour diffuser l'information. Ouais. Et aujourd'hui c'est ce qu'on appelle le court, le short en anglais, en texte. Le short, les reels. Bon. Mais c'est peut-être ce qu'il faudrait faire sur le cercle pour avoir plus d'audience. Ah mais oui, on va faire ça. Mais vas-y Tonio, je pense que tu devrais t'y coller. Bon ben. En plus ça va, il a une belle gueule, il passera bien. Non mais nous on a décidé d'accabler nos auditeurs avec des émissions fleuves. Je crois qu'on en est à plus de 50 minutes. On va s'arrêter là. Eh bien on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Parce qu'on est en train de déborder du format que nous nous étions imposés. J'espère que les réflexions que nous vous avons fait parvenir via ces horribles réseaux vous auront intéressé. Si vous voulez qu'on approfondisse certains sujets, vous n'hésitez surtout pas à nous mettre des commentaires, à nous poser des questions, et puis on ira. Alors là, c'était un peu notre émission pilote, hein, comme on dit. Si ça vous plaît, on continuera. Sinon, on aura d'autres idées, on fera autre chose. C'est pas un souci. Donc surtout, faites-nous des retours. Et je vous laisse la parole, Castellan et Tonio. Qu'est-ce que vous voulez ajouter de plus en conclusion? Bien que, en dépit de toutes ces informations un peu graves et pas terribles, de toujours garder espoir. Ouais. C'est ce que nous a enseigné le Christ. Et une autre chose aussi qui pourrait donner espoir à ceux qui nous écoutent, la Chine est un pays vieux de 5000 ans, la France est un pays vieux de 1500 ans, on en a eu des choses pas terribles dans notre histoire, mais on est encore là. Tout à fait. Tonio ? Nous avons deux combats, le combat pour notre salut et le combat pour le salut des autres. Oui. J'espère que le premier combat, qui n'est pas forcément facile, est déjà bien avancé pour vous. Le deuxième, il faut avancer ensemble, alors marchons. Tout à fait. Eh bien, moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir écoutés. Et la seule chose que j'aurais ajoutée, c'est vive la France, vive le roi, soyez royalistes.